Économie le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. À la une aujourd'hui, l'Europe, ses ambitions, son énorme bureaucratie et sa zone euro en plein doute. La crise grecque a exposé au grand jour le manque de leadership. Comment mettre à l'unisson 19 pays si différents? Faut-il tout changer, tout refonder? C'est ce que suggèrent certaines personnalités. Angela Merkel, Emmanuel Macron, l'heure en tout cas, et vous le verrez, à la remise en question. Et puis la nation start-up et le défi de l'intégration des minorités dans l'univers du high-tech. Israël vient de débloquer 230 millions de dollars en faveur des secteurs arabes du pays. De quoi renforcer les espoirs de Nazareth, plus grande ville arabe israélienne qui mise sur son nouveau parc industriel que nous découvrirons tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Le tour du monde d'abord de l'actu éco qui débute une fois de plus à Shanghai. Nouvelle séance agitée pour l'indice composite de la principale bourse chinoise qui plongeait de 4,5% à l'ouverture avant de se reprendre et clôturer en très légère baisse, moins 0,2%. L'indice plus large CSI 300 a même gagné 0,11%. Mais au lendemain de nouvelles statistiques confirmant le ralentissement de l'économie chinoise, la confiance est loin d'être de retour. Tokyo a encore cédé 0,4%. Pour certains analystes, les craintes des marchés sont aussi à chercher ailleurs qu'en Chine. Le ralentissement de la Chine n'est pas nouveau. Il est en cours depuis plusieurs mois et il est intentionnel. Le gouvernement chinois veut ralentir le taux de croissance de moitié environ et passer de 11-12% il y a 10 ans à 5 ou 6%. Ils veulent un nouveau modèle, moins basé sur les exportations et davantage axé sur la demande intérieure. Donc tout cela n'est ni terrible ni surprenant. Je pense que la probable hausse des taux de la Fed en septembre est la vraie cause de la volatilité sur le marché. Volatilité, terme repris également par la patronne du FMI. En déplacement à Jakarta, en Indonésie, Christine Lagarde a estimé ce mercredi que les économies asiatiques faisaient preuve d'une bonne résistance dans un contexte donc de volatilité créée sur les marchés par les soucis que traverse la Chine. Et malgré ces pressions extérieures, la région demeure d'après elle une source clé de la croissance mondiale. Vous avez réussi à résister à l'instabilité. Maintenant, la situation change à nouveau et nous ressentons tous l'impact du rééquilibrage de la Chine qui se dirige vers un modèle économique révisé. Ce qui a été démontré ces dernières semaines, c'est à quel point l'Asie est au cœur de l'économie mondiale et à quel point les perturbations sur un marché en Asie peuvent se répandre au reste du monde. Et en parlant de perturbations, sachez aussi qu'après le Brésil, le Canada est entré lui aussi officiellement en récession. Deuxième trimestre consécutif de contraction pour le PIB, moins 0,5% en rythme annuel entre avril et juin, en cause principalement le coup de frein brutal au secteur pétrolier, victime de la chute des cours. Le Canada, il faut le savoir, est le 5e producteur mondial d'or noir. En Afrique, l'événement avait lieu à Abidjan, l'investiture du nouveau président de la Banque africaine de développement. Akinwumi Adesina prend les rênes pour 5 ans de cette institution qui réunit 80 pays dans le but d'améliorer les conditions de vie sur le continent. À 55 ans, ce Nigérian veut construire un New Deal basé sur le développement des ressources énergétiques. La libération de l'énorme potentiel énergétique de l'Afrique pour l'Afrique sera l'un des objectifs majeurs de la Banque. La Banque sera un leader sur ce sujet fondamental car rien n'est plus important pour la croissance économique et le développement de l'Afrique. Nous serons ambitieux, créatifs et nous construirons des partenariats stratégiques. Un mot de business pour signaler l'implantation de Netflix au Japon. 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires mondial l'an dernier pour le prestataire américain de vidéos en ligne qui propose désormais ses contenus aux quelques 36 millions de foyers nippons connectés au très haut débit. Premier tarif, 5 € par mois, de quoi tirer à la baisse les prix des concurrents. C'est un nouveau service qui permet de regarder à tout moment des séries connues ou des longs métrages, avec aussi le plus grand nombre de chaînes au monde. Ça nous laisse penser que de nombreux clients vont l'utiliser. Voilà, et puis on notera la nomination en France de Myriam El Khomri au poste de ministre du Travail. La Benjamine du gouvernement, 37 ans, était jusqu'ici secrétaire d'État en charge de la politique de la ville. Elle remplace François Rebsamen, de retour aux commandes de la mairie de Dijon. Et on en vient à la zone euro qui était censée devenir la vitrine de l'intégration économique et sociale en Europe. Eh bien, 16 ans après son instauration, l'union monétaire expose ses faiblesses, la crise grecque, les disputes autour des déficits. Faudra-t-il bientôt modifier les traités? Berlin veut une zone davantage compétitive, Paris veut aller plus loin. Emmanuel Macron émet l'idée d'un gouvernement économique européen qui coordonnerait les politiques financières, économiques et sociales des pays membres. Avant d'en arriver là, on regarde l'état des lieux avec Johanna Citruc.
Il faut plus d'Europe et plus de volonté d'intégration. Ce sont les mots utilisés par Emmanuel Macron lors d'une interview pour la presse allemande en début de semaine. Et pour y parvenir, le ministre français de l'économie propose de réformer la zone euro. Un appel soutenu par la chancelière allemande. En effet, nous devons nous demander, et M. Macron a raison sur ce point, que devons-nous faire? Et il y aura probablement plus de propositions que celles qu'il vient de présenter. Des propositions détaillées, mais déjà évoquées début juin lors d'un conseil des ministres franco-allemands. Car depuis la crise, la zone euro a du mal à rebondir. Au deuxième trimestre, la croissance a ralenti, tout juste 0,3%, contre 0,4% entre janvier et mars 2015. Quant à l'inflation, elle est encore loin de l'objectif de 2% fixé par la BCE, à peine 0,2%. Pour relancer l'économie, Emmanuel Macron plaide entre autres pour la création de nouvelles institutions. Un gouvernement économique européen doté de son propre budget. Là encore, Angela Merkel acquiesce. Je me suis déjà prononcée en faveur de la création d'un petit budget commun de la zone euro, pour aider les pays à améliorer leur compétitivité. Mais le chemin vers une nouvelle zone euro est encore long, car il va falloir modifier tous les traités. Et avec les élections présidentielles, en France et en Allemagne, cela semble impossible à envisager avant l'automne 2017. Difficile de transformer du jour au lendemain un appareil politique aussi imposant. On va en parler avec Laurent Hatchouel qu'on accueille. Bonjour Laurent. Bonjour David. Analyste économique. Alors la crise, Laurent, la crise grecque aura été l'un des révélateurs. Il y en a d'autres aussi. La crise des déficits aussi, de ce manque de cohésion. Clairement, on peut l'identifier, ce manque de direction, de leadership au sein de la zone euro. On ne sait pas trop qui dirige, la BCE, la Commission, l'Allemagne peut-être finalement. Est-ce qu'il faut revoir un petit peu ces institutions ? Alors, la Grèce a été l'élément un peu révélateur. L'élément déclencheur, c'est la crise économique de 2008 qui a commencé la crise des suprêmes aux États-Unis et la crise des dettes des pays européens aussi. L'Europe se cherche un peu une nouvelle voie. L'Allemagne est le pays fort représentant l'Europe du Nord. La France est le pays fort pour l'instant, même s'il a un fort taux de chômage des pays du sud de l'Europe. Il semblerait que ces deux pays, la France et l'Allemagne, discutent ensemble, deux lignes différentes. La France veut une Europe avec plus de fédéralistes, avec plus de solidarité budgétaire, avec une gouvernance de la zone euro. Elle pousse vers ça. Merkel hier a dit qu'elle soutenait un peu les déclarations du ministre de l'économie Macron en France. Cependant, les lignes sont encore assez éloignées. Mais concrètement, ça passerait par une unification des politiques budgétaires. C'est à ça vraiment qu'il faut aller, si on veut s'en sortir. Les problèmes de l'Europe viennent à la création de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe a été créée avec des pays qui ont mis en place des synergies économiques. Cependant, il n'y a pas de gouvernance européenne, il n'y a pas de budget européen, il n'y a pas d'impôt européen. Donc, si vous voulez, il y a des problèmes qui étaient latents et qui sont révélés en temps de crise et qui sont accélérés en temps de crise. Et c'est positif qu'on voit l'Allemagne et la France un petit peu à l'initiative pour faire avancer un petit peu les choses. Pour moi, c'est le seul élément positif parce que la France représente l'Europe du Sud, l'Allemagne, l'Europe du Nord. Et l'alliance entre l'Allemagne et la France est assez forte. Et pour moi, c'est à la France, comme l'a dit François Hollande, c'est à la France et à l'Allemagne de trouver des solutions et de mettre en place cette gouvernance européenne qui va, je l'espère, permettre à l'Europe de sortir de la crise par le haut. Est-ce que vous pensez, en parlant de la France et de l'Allemagne, qu'on n'est pas parti un petit peu trop ambitieux? On est parti à 11, on est 19 aujourd'hui en zone euro. Est-ce qu'il ne faudrait pas restreindre un noyau assez solide et puis plus cohérent pour plus d'efficacité? Sans doute, David. François Hollande parle d'une gouvernance à 8 pays de la zone euro. 19 pays avec des économies différentes, avec des budgets différents, avec des impôts différents, c'est trop sans doute. Et vous pensez que sans cette refonte, la zone euro est condamnée à des crises chroniques peut-être de plus en plus fréquentes, la Grèce, le Portugal demain ou d'autres, l'Espagne et l'Italie? Sans doute oui, parce que les problèmes des dettes ne sont pas encore réglés. Cependant, on peut légitimement se demander, David, si c'est en temps de crise qu'on met en place des solutions structurelles qui sont nécessaires à la survie de la zone euro. Un peu plus de sérénité d'après vous. Un peu plus de sérénité. Et ces réformes auraient dû être faites il y a quelques années. On essaie de les faire. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Cependant, on est dans une situation très difficile pour les économies au niveau de la dette. Les lignes dures de l'Allemagne et de la France sont complètement différentes. Assez contradictoires. Assez contradictoires. Merkel va sans doute faire un petit geste en acceptant un budget européen, mais elle a dit un petit budget
budget européen. Il y a encore de la marge à remplir entre ces pays. Alors tout ça, c'est bien beau, des réformes, mais il faudra encore les faire accepter par les peuples. Est-ce que vous pensez que c'est là aussi que se situe le challenge aujourd'hui ? Le challenge et le danger, la montée du populisme dans les pays européens n'est pas finie. Même si en Allemagne, les outsiders ont baissé dans les sondages, en Espagne, pardon, la montée du populisme n'est pas finie. Et ces populistes vont pousser pour que des réformes sérieuses de la zone euro ne soient pas faites, mais au contraire, peut-être vont sans doute selon moi, faire exploser la zone euro. En 2 mots, vous pensez qu'il faudrait aller plus loin, un leadership politique enfin en Europe avec peut-être plus de transfert de souveraineté ? Il faut un leadership européen, il faut du fédéralisme, il faut que l'Allemagne accepte de partager les richesses de l'Europe, pas juste de faire du commerce avec les petits pays européens. Et voilà. Donc, merci beaucoup Laurent Chouette pour ces éclairages sur un débat qui ne fait que commencer. Direction maintenant le nord d'Israël, la Galilée et la problématique de l'intégration de la minorité arabe au sein de l'industrie florissante du high-tech, des startups. Nazareth espère ainsi réussir sa mutation. Son parc industriel lancé il y a 2 ans est censé dynamiser l'emploi et les aides, 230 millions de dollars récemment débloquées par le gouvernement Netanyahou, pourraient bien y contribuer. Anthony Lesme. Nazareth concentre les espoirs d'un développement des hautes technologies au cœur même de la minorité arabe. Éloignée du centre du pays et des terres de la Startup Nation, la plus grande ville arabe du nord d'Israël est décidée à rattraper son retard. Le chemin est long puisque seulement 2% des Israéliens qui travaillent dans le high-tech viennent de ces minorités. Ils sont donc peu nombreux à profiter des hauts salaires et du plein emploi qu'offre ce secteur plein d'avenir. Un problème d'équité puisque cette communauté représente 20% des citoyens du pays. La communauté, l'espace et l'écosystème ne sont pas encore à maturité. La ville se transforme. Première promesse réalisée, l'ouverture il y a 2 ans du parc industriel de Nazareth, avec pour espoir de créer 1000 emplois d'ici 10 ans. Pour doper le développement économique des secteurs arabes, le gouvernement israélien a débloqué un budget de plus de 170 millions de dollars. Je pense que c'est très important à ce stade, car c'est la première étincelle qui pourrait alimenter l'ensemble du système et sans ce moteur, on ne pourrait probablement pas commencer à travailler. Le gouvernement subventionne les incubateurs, les accélérateurs et les startups elles-mêmes. Une subvention peut couvrir jusqu'à 55% des coûts en recherche et développement lors du premier exercice d'une entreprise. L'argent est nécessaire pour faire décoller un grand nombre de ces projets. Certains affirment que les investisseurs sont difficiles à convaincre quand vous êtes un arabe dans un État majoritairement juif. Pour investir dans une start-up arabe, il ne suffit pas de vérifier l'idée et disons le potentiel du marché. Il faut aussi vérifier l'entrepreneur lui-même parce qu'il est arabe. Mais les difficultés sont aussi côté arabe. La citoyenneté israélienne est un frein pour commercer avec le reste des pays du Moyen-Orient. Certains de nos entrepreneurs travaillent déjà dans le monde arabe, mais ils ne se présentent pas comme appartenant à une société israélienne. Ils doivent se faire enregistrer en Cisjordanie ou en Jordanie. Les startups sont donc obligées de s'enregistrer en dehors d'Israël, et beaucoup choisissent finalement de déménager. Autant de raisons qui minent toute croissance possible pour l'écosystème naissant de Nazareth. Le gouvernement israélien est décidé à aider davantage. Il vient de débloquer 230 millions de dollars aux différentes collectivités du nord du pays. Voilà. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui que la Knesset se penchait sur le budget de l'État pour 2015 et 2016. On passe au Media Watch. La presse éco est difficile de passer à côté aujourd'hui en France. Ce rapport qui épingle le ministère de la Justice. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. On voit cela avec vous. 40 000 personnes qui travaillent au noir. Oui, c'est une information du Canard enchaîné qui a mis le doigt sur un rapport d'inspection interministériel, un document qui explique que les services publics feraient travailler près de 50 000 personnes au noir. Et sur ces quelques 50 000 personnes, sur ces quelques 50 000 travailleurs non déclarés, il serait un peu plus de 40 000 à œuvrer pour le ministère de la Justice. Alors, qui sont ces employés ? Il y a tout type de profils. Il y a par exemple des interprètes, des médiateurs ou encore des experts. Leur point commun, c'est qu'ils travaillent sous le régime des collaborateurs occasionnels du service public et ils sont rémunérés à l'heure comme des prestataires. Le problème, c'est que pour ce genre de travailleurs, eh bien, le ministère de la Justice n'applique aucun assujettissement aux cotisations sociales, à la TVA, une pratique très ancienne mais qui, en cas de poursuite, pourrait coûter très cher aux finances publiques avec environ un demi-milliard d'euros. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a dit vouloir s'emparer du dossier. Un décret
décret devrait clarifier le statut de ses employés début 2016. Il serait temps. Et puis une jolie histoire, Johanna, celle de cet Américain qui a gagné $1 million à la loterie, mais d'une manière assez étonnante. Oui, tout a commencé mercredi dernier à San Francisco. Un jeune barman, Hubert Tang, trouve $20 par terre. L'argent n'appartient à personne autour de lui, donc il décide de le prendre. Et avec cette somme, il achète ensuite 2 tickets à gratter. Et là, jackpot, l'un d'entre eux est gagnant et il empoche $1 million. Depuis, le jeune homme s'est confié à plusieurs magazines. Il n'a pas l'intention de changer de vie, il veut simplement mettre de l'argent de côté. En revanche, il pourrait bien laisser tomber de sa poche quelques billets de $20 dans la rue, histoire de partager un petit peu sa chance. Voilà, une chance contagieuse. Qui sait? Merci beaucoup, Johanna, et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News, avec entre autres la Grèce. Et oui, on aurait presque oublié celle-là. Restez avec nous, l'information continue.